Shut up and sit down. Alors, bonjour tout le monde, Guy Baillargeon, podcast Ensemble, on va plus loin. Premier podcast immobilier au Québec, donc ça fait office de précurseur. Puis je disais tantôt à mon invité qu'au début, dans les premiers épisodes, j'enregistrais ça avec GarageBand sur Mac. En tout cas, c'était un petit peu archaïque là, aujourd'hui. Là. Je suis sûr que les plus jeunes ne savent pas ce que c'est. Là. C'est comme, même moi. Comme un téléphone à cadran finalement, là, mais c'était 2018, tu sais. Donc, je reçois aujourd'hui l'auteur du livre « Amuse-toi », qui est un guide vraiment très, très intéressant sur acheter et gérer un plex, une aventure à votre portée. Bienvenue, Alexandre Carboni. Merci Guy. Bienvenue. Alors, Alexandre, toi, tu t'intéresses à l'immobilier quand même depuis des années, je pense, depuis la fin des années 2000, 2009. Oui. Tu as fait ta première acquisition. Exact. J'ai commencé en 2009, mais pas avec une stratégie d'investissement. C'était plus, je voulais être propriétaire. Pour moi, c'était important de posséder l'endroit où je vis, d'avoir le contrôle sur mon immeuble. Puis, j'ai laissé ça dormir pendant 10 ans. Puis, c'est en 2020, c'est ça, pendant 10 ans. Puis, c'est en 2020, pendant la COVID, là, que j'ai décidé vraiment de mettre sur place une stratégie d'acquisition d'immeubles. Donc, ça fait que je me considère investisseur immobilier depuis quand même 5 ans, si on veut. Oui. Mais c'est grâce aux décisions que j'ai prises en 2009, 2010 qui m'ont permis là, de décoller en 2020. Et dans la vie de tous les jours, toi, tu es un analyste. Ta spécialité, c'est l'analyse financière. Oui. C'est comme si pendant ces années-là, tu observais, tu calculais, tu analysais, tu attendais que la glace soit assez épaisse pour mettre le pied. Ça pourrait être une explication? Ça aurait pu, mais c'était vraiment... Je n'étais même pas sur les lignes de côté. J'ambitionnais pas aller plus loin. J'avais mon emploi à temps plein. Je suis directeur en finance. Moi, j'ai une maîtrise en finance. J'ai travaillé dans les fonds de gestion. Donc, c'est un peu le modèle qui m'était prédestiné à être salarié, donc métro, boulot, dodo. Oui. Puis en 2020, je me suis dit, ça, c'est peut-être le rêve à mes parents, en fait, mais moi, mes rêves à moi sont plus grands que ça. J'aimerais ça élargir mon champ de compétences, élargir mon impact, construire un patrimoine. Puis c'est là que je trouvais que l'immobilier arrivait à cocher toutes ces cases-là. Puis 2020, tu ne pouvais pas mieux tomber parce qu'il y a vraiment eu une courbe vers le haut. Les valeurs ont explosé à ce moment-là. Toi, c'était pas prévu. Là. Non. C'est comme un concours de circonstances qui a fait que c'est à ce moment-là que tu as décidé d'ouvrir la machine et puis de procéder à des acquisitions. En fait, idéalement, j'aurais ouvert la machine 2 ans plus tôt. Parce que 2020, 2021, c'est les surenchères. Oui. Les taux étaient au plus bas. Oui, à genre 1,75 pour 5 exact. ans. Puis là, tout le monde a eu la même idée que moi, ça a l'air. Ah ben, regardons ça. Fait que moi, je suis à Montréal, dans le petit plex. Donc, toutes mes acquisitions sont passées en surenchère. Ce qui fait que tu as l'impression de payer trop cher. Mais comme je dis dans mon livre, des fois, quand tu es tout seul dans un deal, tu te demandes pourquoi tu es le seul qui veut l'acheter aussi. Il faut tout le temps que tu combattes le doute. Quel bon point! Quel bon point! Ça. Quand il y a trop de monde, c'est parce que c'est un bon deal. Quand il n'y a personne, tu te dis, mais écoute donc, c'est parce que... Mais avec du recul, parfois, c'est parce que c'est un invendable. Ouais. Tu sais, quelque chose qui était sur le marché depuis longtemps. On pourrait en parler longtemps, mais c'est d'ailleurs, on est ici pour ça. Puis je dois juste, avant qu'on aille plus loin, je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était lors d'un événement de l'immobilier pour tous. Exactement. En mars 2025. Oui, tout à fait. Et puis, tu es venu me voir, j'étais au kiosque des Inspirés de l'immobilier. Oui. Et puis, je te vois arriver, c'est fort sympathique et tout ça. Et tu avais ton livre dans les mains. Ben oui. Qui était sorti pas longtemps avant. Je pense qu'il n'était même pas sorti officiellement. Hey, j'ai eu un scoop. Tu as eu même pas une pré-vente, un pré-cadeau. Le 19 mars de l'année passée. La sortie officielle sur le site de Renaud-Bré, c'est 25 mars, je pense. Bon, c'est ça. Hey, écoute, ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Je te rends l'appareil. Quand j'ai dédicacé le livre, tu m'as dit d'inscrire la date. Oui. Puis là, je le fais constamment depuis ce temps-là. Puis je le fais avec d'autres auteurs aussi. Oui. Puis là, ils me voient écrire la date. Puis ils disent hey, c'est donc bien intelligent, ça, Alexandre. Fait que grâce à toi, on est plein d'auteurs maintenant qui écrivent la date quand on signe un livre. Tu sais quoi?
Oui. C'est un beau compliment, ça. Oui, oui, c'est une bonne idée. J'avais jamais fait ça. J'ai pris ton expérience d'auteur. de Ben, et l'appeler. voilà, ben, j'avais fait le Salon du Livre en 2018, quand mon livre Ouais. est sorti. J'avais fait le Salon du Livre de... Malheureusement, j'avais manqué celui de Montréal parce que Montréal était déjà passé. Montréal, c'est juste avant Noël. Ouais. Et Québec, c'est après Noël. Et j'ai fait Trois-Rivières aussi. Puis, Ouais. super belle expérience. Puis j'ai pensé à ça tout seul. Je dis, je vais Ouais. mettre la date Ouais. parce que lorsque j'achète un livre moi-même, je mets la date. OK. Parce que j'ai pas vraiment la notion du temps. Tu sais, si tu Non, me dis, ça fait c'est ça, ça. ça fait là 3 ans. Ouais. Puis là, la personne, mon frère va me dire, non, c'était là 6 ans. Oups, j'ai perdu la notion du temps. Ça fait que, puis on se bat toujours contre le temps. Oui. Il y a 168 heures dans une semaine. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Je pense que tu es un homme organisé. toi. Oui, pas le choix. Très organisé, Exact. pas le choix. hein. Pas le choix. Et ton livre, j'aime ça parce que c'est un livre dans lequel tu fais pas de cachette. Non. Moi, je voulais. J'ai vraiment une approche humble, vraiment Ouais. mon parcours. Ouais. Les défis que j'ai rencontrés, Ouais. les surprises que j'ai eues, un peu le regard des autres aussi à travers mon parcours, comment j'ai vécu ça. Ouais. Puis les grandes erreurs que j'ai faites dans mon parcours. Puis c'est surtout, je voulais quelque chose que les gens pouvaient répliquer. Tu sais, moi, j'ai pas Ouais. commencé avec un héritage où j'ai gagné à la loterie, pas du tout. Je me suis mis en partenariat avec un couple d'amis. Ma première acquisition, Oui. j'ai emprunté 9 000 à mes parents, puis Oui. j'ai acheté avec un couple d'amis qui, eux, avaient reçu un héritage, mais étaient encore aux études. Moi, j'avais mon emploi. OK. Donc, avec mon emploi stable, la mise de fonds de mes amis, les trois ensemble, on était devenus une personne intéressante aux yeux des banques. Exact. Ben oui, Puis, c'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, c'est pas... il y a des façons de faire. Puis ça s'applique encore aujourd'hui, peut-être pas avec 9 000 mais de s'associer avec des gens Oui. qui nous complémentent dans notre profil. Tellement, tellement. Et d'ailleurs, 9 000 que tu as remboursé Oui. à tes parents. Ben oui, je l'ai Dans remboursé. les 5 ans suivants. Je l'ai remboursé. C'est ça. C'était pas une grosse somme, mais c'était ce que j'avais de besoin à l'époque. Oui, mais c'est merveilleux. Ça, c'est le Ouais. petit. Puis ça, évidemment, ça s'adresse à tout le monde tu sais, qui est parent. Si on peut donner un coup de main Ouais. à nos enfants, on le fait. Ouais. Parce que c'est ça qui va leur mettre, finalement, l'épaule à la roue, puis ils vont pouvoir, après ça, bâtir quelque chose. Exact. Les débuts, bien, c'est sûr qu'au début, on ne sait pas trop ce qu'on fait quand on achète. On achète des fois les problèmes des autres. Ouais. Il y a des petits pépins. Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce qu'il faut quand même un bon quotient émotif pour être un propriétaire? Ben, tout le monde peut trouver chaussure à son pied, Ouais. je pense, en immobilier. Tu sais, moi, ma première acquisition, il n'y avait même pas de locataire d'impliqué. On a pris un duplex, occupation double, Ouais. donc aucune gestion humaine. C'était plus une gestion de partenariat où là aussi, j'ai eu OK. des défis. Avec les amis en question? Oui, exact, avec mes amis. OK. On a fini par se chicaner 3 ans plus tard. Oui. Moi, j'ai dit, ben c'est parfait, on vend l'immeuble, tu sais, il n'y a pas de problème. Mais là, eux autres, étant donné leur situation financière, ils n'allaient pas être en mesure de racheter quelque chose d'aussi bien, ils n'allaient pas être en mesure de me racheter. Donc là, les émotions sont enflammées. Et la créativité Oui, s'est installée. oui, ouais, ben Il y a une ça, solution créative il y a une là-dessus. solution. On a fini par convertir ça en 2 condos divises, donc vraiment 2 OK. cadastres différents. Ça a pris 1 an avec à l'hôtel, la régie du logement Oui. à l'époque, là, avoir toutes les approbations. Ouais. Donc on a fait ça, puis une fois que j'ai eu mon condo, j'ai pu le louer. Moi, j'ai acheté avec ma conjointe un duplex un peu plus loin. D'accord. Puis là, j'ai eu mon premier... en fait, là, j'ai passé à 2 locataires, donc je louais, puis j'avais un locataire en haut de moi. Puis, donc c'est ça, donc tu peux acheter sans locataire nécessairement. C'est pas nécessairement ma recommandation. Je pense qu'idéalement, c'est un petit plex, puis d'avoir un locataire pour commencer, 2. Il y en a qui peuvent commencer aussi dans le multi directement. Ça dépend. Ouais. Ça dépend vraiment de ton style. Moi, je suis quelqu'un qui était plus insécure par rapport à ça. Je voulais vivre, tu sais, je voulais apprendre à marcher avant de courir. C'est bien. Tu peux acheter des immeubles 100% locatifs, loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur, Ouais. que tu délègues la gestion. Complètement dépersonnalisé. Oui, exact. C'est des bons moves aussi. Donc, il y en a un peu. Je pense que tout le monde peut trouver chaussure à son pied dans l'immobilier. Oui. Puis, il y a aussi différents partenaires selon ce que tu n'aimes pas faire. Trouver du monde qui vont pouvoir t'aider sur des trucs que tu n'as pas nécessairement le goût de mettre de l'effort. Donc, moi, je pense que tout est possible, en fait. C'est ça, qui te complète. Oui, exactement. Et je lisais aussi que, en fait, tu as tendance à faire un partenariat avec des gens que tu connais déjà. Oui.
les amis d'enfance, entre Oui, autres. Là. exact. Ouais. C'est un peu quelque chose c'est un défaut et une qualité. Je pense que ça me permet d'avoir des gens fiables. Donc, c'est sûr que, tu sais, des gens que je connais, puis des personnalités que je connais, que je sais comment ils réagissent en situation de stress. Tu sais, souvent, c'est ça qui est dur à déceler chez un partenaire. Là. Tu ne sais pas trop quand ça va aller mal, comment ça va se passer, la gestion des émotions. Tellement bien Puis, dit. des fois, tu ne sais pas aussi la santé financière de la personne s'il y a des imprévus financiers. Donc, ça règle ça. Par contre, c'est un de mes regrets si j'avais à revenir en arrière, Oui. c'est que j'ai limité mon réseau à ces amis-là d'enfance, à 2 personnes, en fait. Puis moi, j'aurais voulu, j'avais encore de plus grandes ambitions immobilières. D'accord. J'aurais voulu poursuivre. Puis le réseautage, j'avais pas pensé à ça. Pour moi, c'était pour les autres. J'étais au-dessus de ça. J'étais un peu cocky. OK. Puis maintenant, c'est plus le cas du tout. Là. Toutes les activités de réseautage, je trouve que c'est de l'or en barre. J'apprends des choses nouvelles à chaque fois. Je rencontre des gens formidables. C'est bon, hein? Il faut mettre son ego de côté. Il faut dire, regarde, je ne suis pas meilleur qu'un autre. J'ai tout le temps quelque chose à apprendre. Puis là, j'ai des conseils sur mes immeubles quand je discute avec des gens. Là, c'est incroyable comment c'est sous-estimé. C'est un accélérateur. Oui, le réseautage. Donc pour l'instant, mes partenaires, c'est des amis d'enfance. Mais l'avenir, ça sera peut-être pas nécessairement ça. Bien, justement, tantôt, tu dis « j'avais des ambitions plus grandes que Ouais. ça ». Est-ce que je comprends que tu as encore ces ambitions-là, dans le sens qu'on parle au présent? Oui, Pour le futur, oui. tu dors un plan, mettons un plan de 5 ans ou quoi que ce soit, tu sais, sans entrer dans les détails, là, tu es un homme d'objectif. Oui. Mais mon plan, j'apprends tellement de choses récemment Oui. que mon plan, il est brassé pas mal. Un Exact. peu comme le fameux livre Qui a piqué mon fromage? Ah, c'est ça? Tu sais, t'as 2 souris qui tombent dans un pot de lait, Oui. et puis il y en a une, elle fait comme « oh, fuck, je peux pas, Ouais. je m'en sortirai jamais, coule au fond ». Puis la deuxième, là, elle spin, puis ça y va, évidemment, qu'est-ce que le lait se change en beurre. crème, puis Ouais. là, il va éventuellement en beurre, puis là, ben, c'est le même qu'elle survit, parce Ouais. qu'elle est rendue sur du solide, puis elle en sort, elle a su s'adapter. Je pense que c'est la capacité, puis je pense que t'en es un bon exemple, une capacité d'avoir des plans B. Puis de toujours. D'ailleurs, tu fais de la gestion immobilière, Oui. on va y venir. Oui, exact. C'est peut-être d'ailleurs le temps de venir à la gestion immobilière parce que tu envoies des vertes et des pommures Oui, en gestion tout à fait. immobilière. Autant que j'imagine que lorsque tu as commencé à faire de la gestion pour les autres, Oui. pour d'autres propriétaires, ton expérience personnelle, tu l'as mis au service des autres, en fait. Oui. Tu sais, je lisais dans ton livre les anecdotes là, complètement cocasses. Oui, c'est ça. La fois que tu t'es aperçu qu'il y avait quelqu'un qui habitait sur le toit d'un casino. Oui, j'avais un locataire. Et compte tout ça. J'avais un locataire clandestin. Ben ça. Donc, ben, juste revenir sur Oui. mon parcours de gestionnaire immobilier pour ouais. mettre en contexte. Donc, moi, j'ai 20 portes à moi à Montréal maintenant. Puis, je gère 120 portes pour 80 propriétaires différents depuis D'accord. 2021. OK. Ben, la compagnie, on avait 20 clients, on l'a monté à 80 clients avec 2 autres personnes. OK. Bravo. Puis, mon rôle, c'est les doléances des locataires. Donc, le matin, quand je regarde les courriels, je regarde tous ceux Ouais. qui se plaignent de quelque chose. C'est le bureau des plaintes, c'est toi. C'est moi. OK. Puis ça va des deux côtés, autant les plaintes des propriétaires que des locataires. Donc ça m'amène dans une posture de médiateur. OK. Puis ça, j'adore ça. J'ai plus de plaisir à gérer les locataires des autres que les miens, si on veut. Où là, Ouais. je suis plus plus ferme. Ben je sais pas, j'ai moins peut-être plus d'anxiété. Puis ça, tu sais, ça me touche plus. Là. J'ai réussi à créer une belle distance quand c'est les locataires des Oui, autres. Je oui, me trouve oui. meilleur à gérer les locataires Oui. des autres que les miens. Parce que c'est dépersonnalisé. Oui, Il exactement. y a un bras de distance. Oui. Puis ça, c'est bien, ça me fait du bien. Ça fait du bien à la relation. Donc, ça, c'est mon parcours de gestionnaire, De gestionnaire. que je fais toujours à temps partiel. Oui. Donc, moi, c'est ce que j'aime, c'est que les locataires, tout comme moi, ils ont un emploi de jour, de semaine. Donc, si je veux intervenir auprès d'eux, c'est le soir, c'est le week-end. Donc, ça vient bien se conjuguer avec mes autres projets. OK. Donc, le locataire, ça, c'est
J'avais envoyé une compagnie inspecter mon toit. Ça faisait des années qu'ils étaient là. Puis là, ils m'ont dit, parce que ma pente était un peu mal faite, donc il y avait de l'accumulation d'eau. Oui. Puis là, il m'a dit, ah, by the way, il y a un divan, il y a un lit, il y a un matelas sur ton toit. Puis là, comment il y a un matelas? Il y a un matelas, il y a un divan, il y avait des coussins. Il m'a envoyé une photo. Moi, j'ai le vertige. J'essaie de ne pas aller sur les toitures le moins souvent possible. OK. Donc, sur le coup, j'étais extrêmement perturbé de ça. Des gens qui vivent sur mon toit, j'imaginais déjà un campement. J'étais proche de Notre-Dame en plus. Ah, là, ben, donc c'est là, ça. Puis, c'est un penthouse, là, ouais, tu t'es c'est ça, aménagé. exact. Je peux-tu lui demander un loyer? C'est une opportunité, finalement. Puis finalement, j'ai jamais vu la personne. Ils ont juste, en faisant les travaux, ils ont retiré l'ameublement qui était fait. Puis j'ai parlé avec le voisin pour installer une barrière parce qu'en fait, l'immeuble voisin avait un étage de plus que le mien. Donc, de son balcon, c'était facile d'enjamber Oui. puis d'arriver sur mon toit. Donc, on a placardé ça. Puis j'en ai plus. En tout cas, s'il est là, puis personne ne le sait présentement. Là, il fait bien ça. Exactement. Il y a une phrase dans ton livre qui m'a bien accroché puis qui m'a fait sourire. En fait, c'est les locataires entendent plus facilement une souris Ouais. que la sonnette de la porte quand je vais les voir. Quelque chose comme ça. là. Oui, je le sais. J'allais aimer celle-là. Oui, puis ça m'arrive encore aujourd'hui. Puis tu sais, je veux aider, je veux trouver des solutions, mais quand je suis pas capable d'identifier le problème ou je suis pas capable de valider qu'il y a un réel problème, ça devient des perceptions. Tu sais, le locataire, il me dit qu'il y a des souris. Moi, j'entends, tu sais, il n'y a pas de preuve, il entend des souris. Oui. Il n'y a pas de traces de souris. Donc, c'est là que souvent qu'il y a des conflits parce qu'on n'a pas la même perception d'une même situation. Mais j'ai vraiment eu une anecdote comme ça où la personne entendait des souris la nuit. Puis je lui demandais des preuves, mais c'est compliqué, des preuves. La nuit, une souris. Puis j'avais déjà envoyé un exterminateur. Après ça, là, je trouvais que j'avais fait mon bout de chemin. Puis finalement, j'avais donné rendez-vous, j'ai sonné, puis elle n'a jamais répondu. La sonnette, tu sais, je veux dire, ça vient un peu contredire. Là. En tout cas, ça m'a rassuré que d'après moi, il n'y avait plus de souris. Puis depuis ce temps-là, j'en ai plus entendu parler. Mais ça m'est arrivé pour vrai. C'est une histoire vraie. Oui, hein? Oui. Elle est bonne. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit un taux variable versus un taux fixe? Ça, je le sais pas. Encore aujourd'hui, moi, j'ai fait une erreur là, magistrale. J'en parle dans mon livre en 2020, 2021, les taux étaient à 1,8. Puis, j'étais en immobilier depuis 2009. Puis, de 2009 à 2020, j'ai vu les taux baisser pendant 11 ans de temps. De trimestre en trimestre. Oui, 11 ans de temps, c'était une baisse. Donc, là, devant cette expérience statistiquement fiable, je me suis dit, le taux fixe ne fait que baisser et ne monte jamais, puisque j'ai un historique de 11 ans pour le prouver. Donc, le banquier m'avait offert un 1,8 variable, puis 1,7 fixe. Non, c'est l'inverse. 1,9 fixe, 1,8 variable. D'accord. Je me suis dit, il ne va pas me fourrer de 10 points de base, je prends le variable à 1,8. Ça m'a coûté à peu près 60 000 cette décision-là. Tu sais, mais j'aime tellement ça. Je ne suis pas content pour C'est toi. dur, là. oui. C'est difficile à avaler, ça. Ouais. Mais tu n'es pas le seul que je connais à qui c'est arrivé. Parce que quand j'ai signé mon variable, j'avais fait des scénarios de stress test. Là. Je me suis dit, scénario de crise, ça va monter de 100 points de base. Du jeu. Ça va me coûter 2,8 je peux vivre avec ça. Non, c'est monté à quasiment 6, je pense, à un moment donné. Là. Ça, j'avais pas prévu ça dans mon scénario. Donc, une expérience. Ultimement, j'en parle dans mon livre, c'est quelque chose qui est quand même... je pense pas que c'est le pire scénario qui peut arriver en immobilier. Tu sais, dans le top 3 des grands risques, je suis même pas sûr que les taux d'intérêt sont là. De un, c'est déductible d'impôt, finalement. Donc, beaucoup de retours d'impôt dans les années qui ont suivi. L'impôt pardonne. L'impôt pardonne. De deux, selon le contrat que tu as signé, ta mensualité, elle ne bouge pas. Donc, le cash, il reste dans tes poches, mais tu profites des retours d'impôt. Donc, l'argent... temporairement, l'argent, elle ne s'enfuit pas. Même si la capitalisation est faible. Oui. Ben, moi, j'en avais plus. Mais la prise de valeur est quand même là. La prise de valeur est là. Puis, donc, mes gros risques, j'arrive à la conclusion, c'est d'avoir des logements vacants.
Oui. Ça, c'est dur. Parce que là, si tu n'as plus de loyer qui rentre, là, c'est une autre game. C'est ça, là, exactement. Donc, Il y a moins de tolérance à ce niveau-là. Oui. Donc, c'est vraiment de s'assurer que tu vas toujours avoir une demande pour tes logements. Donc, moi je suis à Montréal, donc je vise un marché économique que je connais bien. Exact. Puis, c'est important pour moi de prendre soin des logements aussi puis d'offrir un beau produit. Puis de plus en plus, chose qui n'était pas vraie il y a à peine 10 ans, c'est que c'est de plus en plus sophistiqué. Tu expliques dans ton livre qu'à un moment donné, tu achètes un immeuble, puis c'est logique, tu avais hâte de louer les logements. Oui. Puis tu as loué à 2 personnes, Oui. dont une, le cas classique, dont une, finalement, après pas longtemps, s'est mise à mal payer, etc., Ouais. etc. Ouais. Alors que tu aurais pu, avec du recul, si tu avais appliqué une autre approche, tu aurais Ouais. pu dire, regarde, on va prendre le temps qu'il faut, on va louer au bon prix, au prix du marché, aux bonnes personnes, Ouais. après peut-être avoir remplacé une cuisine, une salle de bain, rafraîchi le logement, etc. Ça prendra, 60 jours de plus ou quoi que ce soit. Et là, boum, là, on va louer. Et parce qu'on va on va augmenter nos revenus mensuels peut-être de 400 fois un multiplicateur égal, tu sais, puis ça va vite, là. Ouais. Ça va vite. Et à partir de... Mais, sur le coup, c'est stressant d'avoir des logements vacants. Oui. C'est donc une décision... Un vieux sage m'a dit un jour, quand tu prends une décision, c'est toujours la meilleure, c'est avec le temps que tu vois si elle était bonne. Mais oui, c'est sûr, c'est logique. Alors, ça en est un exemple. Oui. Ça, tu sais, on le lit souvent, c'est mieux un logement vacant que mal loué. Je trouve ça beau sur papier, mais je trouvais que quand tu le vis, tu n'es pas sûr, mais c'est vrai. C'est mieux parce que louer un logement avec le système réglementaire au Québec, tu es un peu marié avec le locataire en question. Tout à fait. Donc, c'est important de faire un bon due diligence, de s'assurer que c'est un bon fit, que le logement est un bon fit pour la personne. Oui. Moi, mon erreur, c'était quelqu'un qui était en détresse. J'ai voulu la sauver. Oui. Puis, ultimement, j'ai juste empiré sa situation parce qu'un an plus tard, elle s'est retrouvée probablement à la rue. Donc, je ne l'ai pas aidé en bout de ligne. C'était perdant-perdant, cette approche-là. Tu as repoussé l'échéance, tu as repoussé exact. Puis ça l'inévitable. m'a coûté cher financièrement, toute cette épreuve-là. Donc, c'est important d'être patient puis d'avoir une vision long terme avec ses locataires puis de s'imaginer, tu sais, dans 1 an, dans 2 ans, tu sais, comment cette situation-là va évoluer. Quelqu'un qui arrive déjà dans une situation précaire financièrement, il y a des bonnes chances que ça ne fasse que se détériorer. C'est rare que ça s'améliore. C'est pas toi qui va la sauver. Tu acceptes les chiens ou tu acceptes les chats? Oui. Tu as des astuces, je crois. Hein? Par rapport à ça. En fait, tout le monde me dit tout le temps de jamais accepter les animaux. C'est pas ce que j'ai choisi de faire. Moi, j'ai beaucoup de belles expériences que c'est des gens, par exemple, au-dessus de chez moi, c'est une retraitée, une femme seule, géniale. Responsable de son animal. Puis, exact. Donc, quand elle nous a demandé pour avoir un animal, on a dit oui, puis on était contre. On veut qu'elle soit bien dans le logement. C'est une voisine et locataire exemplaire. Souvent, ces gens-là qui ont des bons revenus, qui sont un peu plus solitaires, de dire j'interdis les animaux, on va les perdre comme clientèle. Oui. Donc, il y a cet aspect-là. Puis, j'ai beaucoup de couples jeunes qui ont des animaux aussi. On dirait qu'avant d'avoir un enfant, ils font le test avec, avec un chien. Puis, j'ai eu plein de belles expériences aussi. Mais des fois, j'ai commis des erreurs. Là, c'en était un. La personne à qui j'ai loué rapidement, elle avait un chien, puis ça a été désastreux dans la structure. Puis une fois, j'ai acquis un immeuble, puis les locataires avaient déjà des chats. Ça a été problématique au moment de la relocation. Oui. Mais Ça a coûté un plancher. Ça a coûté un plancher, exactement. Ça a coûté un plancher. Ça a coûté des hauts le cœur d'odeur. Ça a été toute une expérience. Mais tu sais, puis je gère également 120 unités pour d'autres propriétaires. Donc, quand je regarde statistiquement, c'est des cas isolés. Avec un bon propriétaire, il n'y a pas d'enjeu. C'est juste que c'est sûr que pour le propriétaire, c'est quelque chose dont on est responsable. Ouais. Si tu es dans un bloc, j'appelle ça un bloc en carton, puis quand le chien jappe, les 5 autres locataires l'entendent,
ben les 5 autres locataires sont en droit de t'appeler puis là, ça devient mon problème. Tout à fait. Puis là, ben comment je fais pour aller régler le problème? Puis là, j'ai pas de contrôle. J'en reviens un peu à ma situation initiale. Quand il y a des situations que je peux pas contrôler, la solution, Ben, c'est ça. ça crée, ils sont pas contents, moi, je me sens mal. Ça peut comme envenimer des situations. Ouais. Donc, ça prend des immeubles bien insonorisés ou une clientèle qui est tolérante par rapport à des voisins tolérants par rapport à ça. Tout à fait. Mais je les exclurais pas d'emblée, Non. malgré tout ce qui m'est arrivé. Mais j'aime le truc que tu partages dans ton livre, c'est demander au prospect locataire de venir à la visite avec son chien, avec son animal, pour voir la relation, pour voir si le chien veut te manger à la première approche. Tu sais, ça, c'est excellent truc. Ça, quand je l'ai fait, ça a fonctionné. Ça a toujours fonctionné. Tu le vois, le chien, il me jappe après, il tient en laisse tout le long de la visite. J'ai l'information dont j'ai besoin. Et voilà. Il le tient dans ses mains, puis le chien, il se rend même pas compte que j'existe, ou il le dépose, il n'a pas jappé une fois. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, oui. Et si la personne n'amène pas son animal de compagnie aussi, tu suggères demander au prospect locataire de vous envoyer photo de l'animal et aussi photo de l'environnement, c'est-à-dire le logement dans lequel la personne, ça a l'air de quoi? Exact. Ça aussi, ça m'a rendu service. Tu vois que le logement où ils sont présentement, c'est bien fait, que l'animal a toute l'infrastructure, je dirais, là, pour être heureux, qui en prennent soin. Donc, ça a bien fonctionné pour moi. Oui, un petit truc personnel, c'est que sur un bail, mettons, je l'ai fait, pas de chien. Ouais. Mais tu permets le chien. Fait que là, c'est quelque chose. Et dans ton règlement d'immeuble, etc. Puis, écoute, on n'est jamais allé à la Régie du logement ou au TAL avec une contestation. Mais à quelque part, c'est comme, garde, on n'en veut pas, on le permet. Autre chose aussi, un dépôt de salubrité pour l'animal. Il s'est remboursé lorsque la personne s'en va. Bon, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais à partir du moment où que le prospect locataire est d'accord avec la démarche, ça vient dire que c'est un peu comme une caution quand tu loues une mobilette quand on va en voyage dans le sud. C'est que si tu la ramènes en morceaux, ça va te coûter ton dépôt. S'il n'y a pas de graphing dessus, bien, tu reprends ton argent. Ça me semble que c'est tout à fait logique. Voilà. Oui, j'ai déjà demandé une fois à quelqu'un s'il était à l'aise de me laisser une caution pour son animal. Il a dit non. J'avais la réponse dont j'avais besoin. Et voilà! J'étais comme, s'il n'y a pas de dégâts, si tu me leur donnes dans son état, il n'y aura pas d'enjeu. Puis là, soudainement, la discussion... c'est ça. C'est bon, ça. Mais il faut être détective, hein? Il faut être détective, puis c'est très réglementé. Il ne faut pas discriminer rien. Donc, donc il faut être un détective bienveillant. Et s'assurer que s'assurer que le produit convient, que la personne convient, que c'est un bon mix, là, parce que je vais faire avec un mariage, là, mais ça va devenir un partenaire de long terme dans ton projet. Donc, surtout si tu le gères toi-même. Tout à fait. C'est des clients. Oui. Et les locataires sont des clients. Puis j'aime tu as introduit le mot partenaire. Parlons-en un petit peu des partenariats. Oui. Donc, c'est arrivé, j'aime le fait que tu écrives dans ton livre, quelque part, tu parles des... prévoyez les préarrangements funéraires à votre partenariat dès le départ. Tu sais, ce que je conseille à tout le monde, en fait. Parce qu'au début, l'enthousiasme l'emporte sur le contrat de mariage. Tu sais, on se dit, oui, ça va bien. On ne pense pas au moment où ça va moins bien aller. Surtout si on a acheté un plex en indivision, c'est-à-dire en n'ayant pas au personnel, les deux personnes qui n'ont pas de convention d'indivision, ultra important. Convention d'indivision, retenez ce terme-là. Tu as cette pratique-là dans certains de c'est nouveau. Immeubles. J'ai appris mes erreurs, un peu comme métaux fixes, métaux variables. J'ai changé mon approche. Mais c'est ça, parce que la confiance règne, parce que c'est un cercle c'est ton inner circle, c'est des gens avec qui tu es proche. Pour toutes sortes de raisons, tu n'avais pas l'obligation de le faire ou je ne veux pas dire le mot sagesse, mais enfin, on en vient à ça à un moment donné parce que tu sais, en affaires, on ne sait jamais ce qui va arriver. Puis, être un immopreneur, c'est être en affaires dans le domaine de l'immobilier. Mais lorsque la personne, je déteste le mot, mais je vais le dire quand même, si ton partenaire décède, imagine
temps que ça va prendre avant que la succession soit réglée, la partie, le 50 là, que tu viens de perdre, Ouais. parce que malheureusement, la personne n'est plus là. Avant que ça se règle, tu fais quoi? Ouais. Tandis que, autant dans une convention d'actionnaire, quand tu détiens un immeuble à travers une Inc., que par une convention d'indivision, où est-ce qu'on va déterminer à l'avance comment le 50 va te revenir ou va revenir à l'indivisaire survivant. Tu sais, c'est vraiment là. Et les notaires sont les personnes les mieux placées pour nous faire ces contrats-là. Donc, c'est quelque chose, une pratique que tu as intégrée à ta business. Ça fait partie de ma croissance. C'est bon. Tu sais. Au début, tu achètes un immeuble avec une personne que tu connais bien. Oui. Tu y penses pas, honnêtement. Là, non. la deuxième, là, tu dis, OK, là, j'ai 2 partenariats, 2 immeubles. Là, les immeubles commencent à prendre de la valeur. Tu sais, qui était peut-être un petit deal au début, 5 ans plus tard, ça devient des gros sous. Oui. Puis là, finalement, moi, je change mon profil d'investisseur, l'autre personne aussi, vient le temps de vendre. Ça s'est bien fait, mais tu sais, probablement que ça aurait pu être mieux fait. Puis là, j'ai acheté récemment avec une collègue de travail. Oui. On se connaît depuis peu. On veut protéger tout le monde. On n'amenait pas les mêmes sous dans la transaction. Donc, c'était important d'en tenir compte dans tout ça. Donc là, j'ai vraiment fait une convention d'indivision, une première, puis y aller point par point. Oui. Surtout, tu sais, en cas de pépin, comment on va régler ça. Puis, donc, c'est une première. Puis, j'ai également une offre d'achat sur un autre immeuble où là aussi, j'y vais avec une convention d'indivision. Ça fait que ça devient quelque chose d'inévitable là, maintenant là, pour moi de s'assurer que je suis à la page avec mon partenaire. Ouais. Exact. C'est un outil d'investissement. Exactement. Donc là, je suis rendu là dans ma progression. Tu sais, c'est de plus en plus sophistiqué. Et voilà. À tous les jours, tu as des problèmes à régler. Oui. Le plus cocasse qui t'est arrivé, là, le problème le plus drôle, là, il a fallu que tu te retiennes de rire ou tu as complètement éclaté de rire lorsqu'on t'a raconté ça, ressemblerait à quoi? Ben, c'est plus des situations, tu sais, inusitées. Oui. Tu sais, j'ai eu récemment quelqu'un qui se plaignait d'un bruit. Je pas un bruit de souris, juste un bruit dans son appartement. Puis c'est un condo relativement neuf au centre-ville. OK. Donc, je me déplace, puis là, je m'attendais à identifier le bruit, puis je lui ai expliqué c'était quoi. Mais j'entendais rien. Puis là, elle était là, t'entends pas le bruit? J'entendais rien. Puis là, soudainement, je me suis dit, hey, ma blonde, elle m'aurait tellement dit, jamais Alex, il faut envoyer Alex écouter un bruit. Il est sourd comme un pote, il n'entend rien, il n'entend jamais les enfants quand ils l'appellent. Là, j'appelle-tu ma blonde pour qu'elle écoute le bruit? Fait que j'écoutais le silence avec l'autre locataire. Qui, elle, disait qu'elle entendait un bruit. Elle disait qu'elle entendait un bruit. Donc, elle venait d'arriver, cette nouvelle arrivante. Je lui ai dit, d'après moi, ce que tu entends, c'est les bruits de Montréal. Là, je sais pas quoi te dire. Tu sais, achète-toi un truc qui te donne les décibels, là, puis montre-nous-le, parce que là, moi, j'entends rien. Donc, j'ai déjà eu une discussion à écouter le silence avec une locataire. Vous ne l'avez pas trouvé, là? Ben, j'ai dit, réécris-moi quand tu as plus d'informations, puis j'ai jamais eu de nouvelles. Ça s'est arrêté là. C'est peut-être que ça va revenir, là. J'avais une fois quelqu'un que son store était brisé. C'était un beau condo, une mezzanine sur le plateau. Oui. Le store brisé, donc lui m'a blâmé pour sa performance au marathon de Montréal. Parce que s'il y avait eu un store, il y aurait eu un meilleur sommeil. Donc, il voulait être dédommagé pour les mauvaises performances à son marathon. OK, ça avait nuit à son sommeil. Oui, exact. Donc, et à sa performance. Donc là, je trouve que j'avais le dos large. Là. Je pense pas que j'étais responsable de son marathon nécessairement. Mais effectivement, pour le store, c'était quelque chose qui était dans le bail, qui a eu des délais parce que c'était sur mesure, c'est avec des moteurs, tout ça. Donc, il y a eu droit à un dédommagement dans ce cas-ci, là, mais pas de lien avec le marathon. Ça, j'ai mis ça de côté. Fait que c'est des histoires comme ça qui m'arrivent à toutes les semaines. Oui, hein? Puis en fait, ce que ça dit, c'est que c'est beaucoup humain, c'est beaucoup dans l'interprétation, la perception. C'est pas autant changer des toilettes, tu sais. C'est pas ça. Quand une toilette brisée, vous la remplacez, c'est des choses qui arrivent peu souvent ou qui se font vraiment à distance, qu'il n'y a pas d'enjeu, tu sais. Mais ces histoires-là d'interprétation, de perception, c'est beaucoup ça.
on est plus proche du thérapeute que du plombier Tout à fait. quand on fait de la gestion locative. Exactement. Est-ce que tu as un petit truc que tu voudrais nous partager sur comment aller chercher plus d'augmentation que le TAL recommande? Ben moi, je suis toujours le TAL. Donc c'est un peu un de mes critères. OK. Donc, pour moi, je mets mes dépenses. Donc, c'est pour ça que j'aime ça faire des rénovations dans l'appartement parce que ça me permet d'ajouter ces dollars-là dans mon formulaire du TAL. Mais je reste tout le temps en ligne avec le TAL dans mes avis d'augmentation. Fait que ta base, si tu n'as pas fait d'amélioration, c'est le 3 points. Mettons, comme cette année, ça serait 3.1. 3.1, mais on l'a su hier, pour ne pas le nommer. J'ai eu quand même beaucoup d'augmentation d'assurance. On attend les taxes, mais juste avec mes augmentations d'assurance, j'arrivais à 4.8, moi, hier. Là. Parce que les assurances explosent beaucoup avec tous les troubles qu'on a d'inondations, des trucs comme ça. Moi, j'ai jamais de réclamation, mais on dirait que tout le monde paye pour ça, pareil. Fait que là, on paie à l'avance, alors que c'est des infrastructures qui sont vieillissantes. Exact. Et finalement, ils collectent des milliards, les assurances, les assureurs collectent des milliards de dollars en primes, qui vont probablement devoir payer de l'autre côté. Pendant ce temps-là, les administrations publiques n'investissent pas dans les infrastructures. C'est délicat. C'est un peu servicieux. Oui, exact. Mais donc, souvent, c'est ça, les assurances, j'attends les taxes, j'ai les montants investis, puis c'est là-dessus que je me base. Pour l'instant, c'est ça ma stratégie. Ouais. Je trouve que ça enlève l'émotion de cette structure-là. Lorsque tu as rempli, finalement, la grille du TAL, tu remplis la grille du TAL avec les chiffres, c'est un chiffrier, c'est difficilement, les chiffres ne mentent pas. Exact. Voilà, ça ressemble à ça. C'est ça. Voilà. Puis j'ai une locataire qui m'a amené en fixation de loyer, puis ça a été très rapide. Là. J'avais suivi la grille, j'avais mes factures, j'avais les chiffres. Oui, c'était écrit dans le ciel. Elle n'a pas apprécié, la locataire. Là. Le TAL il protège beaucoup les locataires, mais quand vient le temps de parler de fixation de loyer, si tu as suivi les procédures, ça va bien se passer pour le propriétaire. Oui. Puis même chose pour le non-paiement de loyer, ils n'ont pas beaucoup d'indulgence par rapport à ça. Non. Donc, ton livre est en vente dans toutes les librairies? Oui, exactement. J'ai un très bon distributeur, le même que Pierre-Yves McSween, donc ça m'a aidé ça pour le rendre disponible partout. Aux éditions Saint-Jean, éditeur, Guy Saint-Jean. Donc, je le rappelle, c'est Amuse-toi d'Alexandre Carboni. Et c'est un guide vraiment pratico-pratique que vous allez dévorer, comme moi je l'ai fait, parce qu'il y a au-delà de 150, je crois, astuces, pas loin de 150 astuces, qui sont toutes tirées de ton expérience d'investisseur depuis 2000 et de gestionnaire immobilier aussi. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment acheter et gérer un plex, une aventure à votre portée ou à ta portée. Alors, Alexandre, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Pareillement. Merci. Merci à toi. Et à très bientôt. On se voit dans un réseautage près de chez nous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Yes. Alors, c'est tout pour cet épisode. Ensemble, on va plus loin. On vous convie à une prochaine fois. Et puis, d'ici à ce temps-là, le seul conseil que je peux vous donner, c'est garder le sourire. Ben oui. Amuse-toi. Shut up and sit down.